chez Grégoric. Aujourd'hui, je vais ouvrir la boîte de Gateway La Révolte. Gateway La Révolte, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de deck building avec du contrôle de zone. Voilà, j'en sais pas plus, ça m'a vraiment intrigué. D'autant plus qu'il est très difficile de trouver des informations sur ce jeu sur internet. Tous les sites spécialisés n'ont que quelques bribes et quelques commentaires, mais sans vraiment définir comment se passe le jeu. C'est un jeu édité par Cool Mini or Not, distribué chez Edge en France. Et il y a plein de cartes et plein de cartons à l'intérieur, donc on va voir comment ça se passe et ce qu'il y a dedans. Voici donc la boîte de Gateway, La Révolte. Donc avec une illustration assez particulière, je ne sais pas dire encore si elle me plaît ou pas. En fait, il y a quelque chose de très simpliste dans le dessin, dans certaines zones, là, comme le masque ou la main, et en même temps des choses très détaillées au niveau de la texture et tout. Donc ça me plaît assez, mais j'attends d'en voir plus pour voir, parce qu'au final, des personnages en arrière-plan sont trop détaillés par rapport au style que j'ai l'impression de comprendre. Donc on va voir. Les bâtiments sont très chouettes, j'aime beaucoup toutes ces lignes sur l'élément. Et là, bon, les poils de la bestiole sont très très beaux. Je suis pas très fan du design lui-même de la bestiole, mais je trouve que le rendu est vraiment très chouette. On va voir, on a aussi des illustrations sur les tranches de boîte. Donc là, on est pareil, une espèce de bestiole. Je suppose qu'on va retrouver ces bestioles dans les éléments de jeu. Donc voilà. Le petit cri de la boîte qui s'ouvre. Donc on commence évidemment avec un livret de règles. Toujours la même illustration. On a une petite partie... Hop. Petit texte d'ambiance là qui va nous poser le décor, le but du jeu et le sommaire, le contenu de tous les éléments de la boîte. Donc le matériel contenu dans la boîte, on va donc avoir des cartes insurgées, des cartes événements, des cartes marchands, des meneurs de factions, des cartes soutien, cartes pierres runiques, cartes garde de la ville et des cartes horde de monstres, ainsi que des fiches aides de jeu, des tuiles quartier et plein de pions, de marqueurs et tout. Donc il y a 3 terminologies importantes a priori dans le jeu qu'il va falloir se souvenir. C'est recruter, ça va donc être acheter, comme on est dans un système de deck building, ça va être acheter une carte de la réserve centrale et l'ajouter à son deck, donc ça va directement dans la défausse comme 90% des deck building. Piocher une carte de son propre deck, et bannir, c'est retirer une carte de son deck. Voilà. Donc, c'est des mécaniques qui sont assez classiques dans du deck building. Là, on est quand même dans quelque chose de très classique. Voilà, déjà une illustration assez intéressante, l'espèce de poisson à tête de coque. Là, on commence à rentrer dans les tranches, donc ça peut être très sympa. On va voir par la suite ce que ça donne. On a une mise en place de la ville. Alors la ville, on va avoir une tuile qui est le centre-ville, qui a l'air très important dans le jeu. Et ensuite, on va tirer au hasard des tuiles qui vont aller autour. Il y a une configuration pour 2 joueurs, une configuration pour 3 ou 4 joueurs. Donc là, déjà, c'est-à-dire que le plateau, il va changer à chaque partie. Ça dépend du nombre de tuiles qu'il y a dans la boîte. On verra ça. Donc voilà, mise en place de la zone de jeu. On va revenir sur les règles du jeu après. Voilà, donc il y a des grandes images pour expliquer les situations. Il y a une phase d'attaque, calcul des dégâts. Des illustrations vraiment étranges. Là, il y a quelque chose, on est dans du... Ouais, c'est du victorien steampunk avec de la magie, je sais pas, ça a l'air très 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 étrange. Les quartiers ont des règles spécifiques, notamment ils peuvent être détruits, s'ils ont une face ruine, qu'on verra après. Voilà un exemple de tour. Et des comptes et fin de partie. Donc il y a quelques règles alternatives qui sont avec. Et surtout, moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est en fait, comme on tire les quartiers au hasard au début de la partie, qu'on va façonner la ville un peu à chaque partie, on a des scénarios. Donc le scénario vous dit quelle carte utiliser, quel quartier mettre en place. Je trouve ça très sympa en fait pour donner une ambiance. Alors on sent vraiment au niveau des illustrations, du texte d'ambiance et tout, qu'il y a un univers qui est créé pour ce jeu. Et connaissant Cool Mini or Not, ce n'est pas fait au hasard. Il y aura sûrement, selon le succès du jeu en boutique, il y aura sûrement d'autres produits dérivés dans cet univers. En tout cas, moi, visuellement, l'univers me plaît assez. C'est du truc monstrueux, un peu loufoque. Donc voilà, vraiment très étrange. Un peu
voilà, ce que j'avais adoré dans Mordheim, avec l'illustration de John Blanche, avec ses poissons rats, ces trucs comme ça. Voilà, on a les fiches d'aide de jeu, hein, très utiles, il y en a 4 pour 4 joueurs. Là, on va commencer à rentrer dans les éléments de la boîte. Donc, on va avoir des monstres. Vous voyez, là, les monstres, alors, on va peut-être faire un gros plan. On a cette espèce de mouche, là, que les disciples de Nurgle ne renieraient pas. On a un chien avec une corne de licorne. On a une espèce de poisson des abysses, mais terrestre. C'est vraiment bizarre. Et on a un poisson avec des tentacules dans la bouche. Voilà. Voilà, vraiment des créatures très très étranges. C'est assez rigolo. Ici, on va avoir les pions points de victoire, tout simplement. Voilà, c'est dans des... D'accord. Je m'attendais à ce qu'en en faisant un, toute la ligne se défasse, mais en fait, non, ils sont tous indépendants. Donc ça va être long à dépuncher. Voilà, on a encore d'autres monstres, hein, toujours les mêmes, c'est pour qu'il y en ait assez en tout, je suppose. Encore des pions points de victoire et des tuiles numérotées XX, donc voilà, ça on verra dans les règles comment ça se passe. Alors, on a un thermoformage qui a l'air pile poil à la taille des éléments. Alors, ça veut dire que... Où est-ce qu'on range les... Si, c'est quand même prévu, ok. Donc, il y a quand même de l'espace pour ranger tous les jetons une fois que c'est dépunché, ça c'est bien. Par contre, si vous comptez sliver les cartes, là, il y a vraiment... Elles rentrent pile poil, quoi. Donc, vous ne pourrez plus utiliser le thermoformage si vous slivez les cartes. Donc là, on a les quartiers. Les quartiers sont... Les illustrations sont très belles, hein. C'est vraiment chouette. Donc, Villepont, Bourg-Canal, Centre-Ville, donc ça c'est celui qu'on aura toujours. Bourg-Falaise, Bourg-Cristal, Villeport, Haute-Chute, Ville-Marché, Ville-Marais, l'Université. Voilà, donc il y a quand même quelques... Combien on en a? Donc on a le centre-ville qui est obligatoire, et ensuite on doit en jouer 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, donc il n'y en a que 3 de plus que ce qui est nécessaire, c'est pas foufou. Voilà, on peut imaginer une future extension avec des quartiers supplémentaires, assez facilement. Ensuite, on va avoir des petits socles pour mettre les monstres en carton là qu'on a vu tout à l'heure, donc des socles de 4 couleurs. Alors je trouve les couleurs assez mal choisies en fait. Dans une vidéo précédente, je vous avais parlé des jeux qui prévoyaient la différenciation des couleurs pour les déficients visuels. Et là, à mon avis, oui, il y a du mal à différencier le noir et le marron. Donc ça, à mon avis, c'est pas très sympa pour les daltoniens ou quoi. Ensuite, on va avoir des cartes, hein, ce qui est normal. Jusque-là, on a vu beaucoup de matériel de jeu différents, mais le principe même d'un deck building, c'est quand même le deck et les cartes. Donc là, voilà, on va avoir des paquets de cartes, il y en a pas mal. Alors, il y a plusieurs types de cartes, différenciées par leur dos, évidemment. Voilà, donc là, c'est toutes les mêmes. Là, hop, on a des pierres runiques. Alors, pierres runiques. Voilà, on va avoir des pierres avec des effets de jeu. On verra ça avec les règles plus tard. Qu'avons-nous là? Bon, on a plein de cartes différentes. J'essaie faire un gros plan sur les illustrations, elles sont quand même bien chouettes. Les 4 téméraires. Oh, c'est joli ça. J'aime assez le style graphique, c'est plutôt sympa. Voilà, donc d'autres cartes. Tour de magicien mobile. Kleptomancien.
Les illustrations sont très sympas, on sent qu'il y a une volonté de créer un univers Medfan différent de ce qu'on a vu jusque-là. Des choses très sympas, limite oniriques. J'aime bien ce mélange steampunk, magie, absurde. Beaucoup de rebelles, je crois que ça va être le deck de base de rebelles. Voilà, c'est beau ça. Est-ce que je peux l'avoir encore plus en... Très très chouette. Une espèce de golem mécanique là. Un poisson à barbe. Grand poisson. Le magicien maudit. Clairon. Mage à tromblon, avec une bonne tête de poisson. J'ai déjà vu ces illustrations. Il n'y a pas eu un projet de figurine avec ça. Grand lévitateur. Et donc là, on a un autre paquet de cartes qui s'appelle le paquet événement. Bon, les cartes sont beaucoup plus sobres, hein, c'est la même illustration avec une tuile dessus. Voilà. Donc il y a un autre paquet de cartes qui s'appelle les gardes de la ville. Voilà, avec un dirigeable de surveillance avec un visage et tout. J'aime beaucoup ça. Très baroque, vraiment chouette. Grand inquisiteur, mais celle-là aussi, je l'ai vu cette illustration. Poisson-char. Carte d'élite. C'est chouette ça. Je viens d'ouvrir le dernier paquet de cartes, il y a encore des insurgés. Et ça doit être tous les mêmes. C'est peut-être les trucs de base ça. Il y en a beaucoup d'exemplaires. Peut-être des cartes de base, on va voir avec les règles. Et le dernier paquet qui est très important dans le jeu, ça va être les monstres. Le paquet monstres. C'est des monstres assaillent la ville au moment où vous essayez de la récupérer aux mains d'un dirigeant corrompu. Donc, ça n'arrange pas nos affaires. En même temps, ça peut peut-être distraire un peu la garde. Les Druégards. C'est chouette ça aussi. On sent vraiment la volonté de créer un univers, moi j'aime beaucoup là, c'est vraiment chouette. Bon bah on va voir comment ça se joue maintenant. On se plaint souvent des grosses boîtes de jeux pleines de vide. Là je dois avouer que c'est quand même le contraire, hein, puisque une fois que tout est dépunché, on a un peu du mal à tout ranger dans la boîte. Hein. Vous voyez, il y a un seul emplacement pour mettre tous les jetons là, et ici les socles. Voilà, c'est un peu compliqué quand même. Je vais voir pour optimiser, mais peut-être transvaser les jetons là, je sais pas. Je sais pas trop comment faire, mais voilà. Donc c'est pas qu'il y a beaucoup de matériel, mais on est parti sur une petite boîte, voilà, un petit format hein, qui est pas dérangeant. Au contraire, ça se range facilement, mais peut-être trop petit en fait pour ce type de jeu. C'est assez étonnant. Alors, comment se déroule une partie de Gateway la Révolte? On va commencer par créer la ville. Pour créer la ville, on va prendre la première tuile, la tuile centre-ville, qui est toujours disponible dans le jeu. Et on va tirer au hasard les villes qu'on va mettre autour. Là, je mélange le paquet. Et on commence par celle en haut à droite et dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là on va avoir Villepont, Bourg-Canal. Les illustrations sont vraiment très belles, hein, c'est vraiment super agréable. Villemarché, Villemarais, Bourg-Falaise et enfin Bourg-Cristal. Un truc un peu classe tout au nord. Voilà. Quand on va jouer à 2 joueurs, on va avoir les villes qui sont tout au nord, enfin les quartiers tout au nord et tout au sud qui sont en ruine. Donc on ne va pas jouer dessus, on va avoir moins d'emplacements pour jouer.
Ensuite, il va falloir préparer les decks de cartes. Donc là, c'est un peu la partie fastidieuse. Il va y avoir beaucoup de piles différentes. Alors... Donc là, alors bon, le jeu est neuf, donc tout est trié. Mais il va falloir retirer, voilà, les rebelles. On va faire une pile avec les rebelles. Là, donc les autres rebelles. Les cogneurs sont aussi mis à part. En fait, ça va être des cartes qu'on va avoir dès le départ dans la main et qui vont servir en fait de base. Ah, là, il y a des cartes spéciales. Donc ça va être les meneurs de faction. Donc, on va les mettre de côté, on va les tirer au pif. Ah, il y a des verts aussi. Hop. Et là, il va y avoir toutes les cartes de base aussi, donc les carrioles de Saloran, qui sont un type de carte de base. Donc on va mettre sur le côté. On a les vendeurs argéthiens, je sais pas, hop, qui sont aussi une carte de base, et marché de l'ombre, qui est une autre carte de base. Ensuite, on va prendre le paquet événements. On va mélanger et on va tirer 12 cartes événements. En fait, ça va constituer la pile d'événements pour la partie. À chaque tour, on va tirer un événement, le résoudre, et quand il n'y a plus d'événements dans la pile, la partie est finie, tout simplement. Donc déjà, ça j'aime bien, parce que ça veut dire que le jeu a une durée limitée. La partie va durer 12 tours. Tout en sachant que, vu le nombre de cartes événements qu'on a, on peut moduler cette durée si on le souhaite. Hop, on va mettre ici la pile d'événements. Nous avons ensuite les gardes de la ville. Donc hop, on va faire la pile de garde. Donc en fait, il y a beaucoup de piles différentes, où il va se passer des choses avec toutes les piles de jeu, quoi. Et il y a la pile de monstres. Enfin, nous avons la pile des pierres runiques qui vont servir en termes de jeu. Et là, elle va être mise d'une façon un peu spéciale. On va les trier par leur rareté. Donc il y a commune, peu commune et rare. Et en fait, on va faire des paquets face visible. Donc on sait à l'avance ce qu'on va acheter dans le paquet. Une fois qu'on a mis tout cela en place, nous avons des jetons qu'on va poser face cachée sur les territoires. Donc jamais sur le centre-ville, toujours les territoires qui sont autour. Donc ils sont face cachée. On commence par celui qui est en haut à droite, et on pose sur tous les territoires disponibles. Donc si là, il y a des territoires qui sont en ruine, on ne les met pas dessus. Donc voilà, on pose. Et ensuite on les révèle. Voilà. On retire ceux qui sont marqués d'un X, puisqu'en fait ce sont des leurres en gros. Et les autres en fait sont des positions qui vont servir pour les événements ou les attaques de certaines créatures. Alors autre souci de mise en place que je trouve un peu complexe, c'est qu'en fait parmi toutes ces cartes, donc les cartes de révolution, il va falloir les trier. Donc en fait il faut les mettre de côté à chaque fois au début de partie, ça va être des decks en gros. Donc par exemple on prend tous les poissons à barbe, hop, on les pose, donc il y a un deck poisson à barbe, on peut acheter des poissons à barbe. On va prendre les magiciens maudits, voilà, on va avoir un deck magicien maudit, donc il n'y a que des magiciens maudits dans la pile. Et on va avoir 8 decks comme ça qui vont être faits. Alors il y a plusieurs manières de sélectionner les cartes qui vont être utilisées pour créer ces 8 decks d'achat. Soit on tire 8 cartes au hasard, on prend une de chaque du deck, on en tire 8 au hasard et c'est les decks qu'on va aller chercher.
Alors au niveau du rangement, peut-être que je vais me faire un deck avec une de chaque, avec un élastique, et puis ensuite chaque deck indépendant. Ça va encore augmenter le volume que les cartes occupent dans la boîte. Donc à voir. Pareil, en termes de rangement et tout, c'est un peu compliqué. Ça veut dire qu'en fait, sur la table, vous allez quand même avoir, il faut prévoir pas mal de place, parce qu'en fait, vous allez avoir ces 8 decks qui vont être posés. Ensuite, vous avez les decks Cogneur et Rebelle, qui sont les decks de base qui sont toujours disponibles dans le jeu. Alors, je continue les 8 decks. En fait, ça vous fait déjà voilà, deux rangées de 5 quoi, pour 10 decks, enfin 10 pioches différentes. Ils appellent ça deck dans les règles, mais c'est vraiment des pioches face révélée. Hein. Donc toutes les cartes dans un deck sont identiques. C'est-à-dire que là, pour une partie, vous voyez, on va utiliser ça comme deck. On va utiliser ça comme carte au niveau des révolutions. Il me reste tout ça. Donc, niveau durée de vie du jeu, déjà, ça laisse présager une bonne durée de vie. Voici comment se présente la partie des decks une fois que vous avez terminé la mise en place. Vous avez donc les decks, 8 decks d'insurgés et de soutien que vous pouvez acheter pour les adjoindre à votre propre deck. Les 2 decks Cogneur et Rebelle qui sont toujours disponibles à toutes les parties, ce sont les troupes de base. Les 3 decks de pierres runiques, communes, peu communes et rares. Les 3 decks de marchands qui sont toujours disponibles à toutes les parties. Vous avez aussi le deck événement dans lequel on va piocher une carte à chaque tour. Le deck garde de la ville, puisqu'à chaque tour on va repeupler les zones. Voilà, les gardes vont essayer de maintenir quand même la ville sous contrôle. Et le deck de monstres qui est en train d'envahir la ville. Donc vous voyez, ça nous fait quand même un total de 19 decks communs à poser sur la table, sachant que chaque joueur va avoir son deck en plus. Une fois la mise en place effectuée, chaque joueur va prendre 7 carrioles de Saloran, un vendeur argésien, 3 rebelles, il va piocher au hasard ou au choix, si les joueurs se mettent d'accord, un des 8 meneurs de faction, qui va donner un style de jeu particulier à son deck. Et il pioche au hasard, face cachée, sans révéler aux autres joueurs, donc ça, on mélange bien. Ces seuls decks qui sont mélangés, en fait, les pierres runiques, les gardes de la ville, les monstres, les événements sont les seuls decks qui sont mélangés. Tous les autres, c'est toujours la même carte. Et donc, il ajoute une pierre runique à son jeu, à son deck, au hasard. Les pierres runiques, quand elles sont achetées, ne vont pas dans la défausse puis dans le deck comme les autres cartes, mais vont devant le joueur sur sa zone de jeu, face cachée. Il peut les utiliser à tout moment, il a droit de les consulter. Chaque tour de jeu va se diviser en 4 phases. La phase de déploiement, la phase de recrutement, la phase d'attaque et enfin la phase d'entretien. Lors de la phase de recrutement, le joueur dont c'est le tour va piocher les 6 premières cartes de son deck. Il va avoir 2 points d'action. Il faut dépenser des points d'action pour jouer les cartes insurgées. Par exemple, pour un point d'action, je joue un rebelle. Pour un autre point d'action, je joue un rebelle. Les cartes marchands, en revanche, ne coûtent pas de points d'action à jouer. Donc je vais pouvoir jouer mes 3 marchands. Je cumule l'or donné par mes marchands, 2 pour le vendeur d'argésium, et 1 pour chaque carriole. Ça me fait donc un total de 4 or. Pour 4 or, je vais choisir d'acheter un vendeur argésien. Le vendeur que j'achète, toutes les cartes que j'achète, vont dans la défausse. Je ne peux acheter qu'une seule carte durant mon tour, peu importe combien d'or j'ai à ma disposition. D'autres cartes vont me permettre de débloquer ce pouvoir et d'acheter plusieurs cartes à la fois. Après la phase de recrutement vient la phase de combat. Je vais choisir un quartier que je vais attaquer avec l'entièreté de mon armée.
Mon armée est composée de tous les insurgés que j'ai posés depuis le début de la partie et qui sont encore en vie. Je vais cumuler la valeur de combat, qui est la flèche en haut à gauche en rouge sur les cartes, et je vais attaquer l'armée du joueur concerné. Ici, le territoire appartient au joueur vert. Le joueur vert a une armée composée d'un soldat rebelle. Sa défense est de 2, comme l'indique le petit bouclier vert en haut à gauche de sa carte. Mon attaque totale est de 2, je tue son rebelle. Il m'inflige en retour une blessure, ce qui n'est pas suffisant pour me tuer un de mes personnages, donc ça ne sert à rien. Le rebelle est tué, le joueur vert perd le contrôle de Villepont et je peux m'y installer. Lorsque je m'y installe, je peux profiter du pouvoir qui est sur le quartier. En l'occurrence, infliger 2 dégâts à n'importe quelle cible. Si un autre joueur avait un rebelle, par exemple, je pouvais le tuer à distance. Vient ensuite la phase d'entretien. Durant mon tour, j'ai joué ces 5 cartes. 2 insurgés rebelles et 3 marchands. Toutes les cartes marchands et soutien partent à la défausse. Les cartes insurgés restent en jeu, ils font désormais partie de mon armée. Ils retourneront à la défausse s'ils sont tués par une attaque adverse. Enfin, les cartes que je n'ai pas pu jouer de ma main, un insurgé rebelle, puisque je n'avais que 2 points d'action et que chacun coûte 1 point d'action à poser, ces cartes vont aussi dans la défausse. Je repioche ensuite 6 cartes pour me préparer à mon tour suivant. À la fin d'un round de jeu, une fois que chaque joueur a effectué les 4 étapes de son tour, le premier joueur va commencer par regarnir le centre-ville. À ce moment-là, le centre-ville doit toujours posséder 3 cartes garde de la ville. Donc on va rajouter des cartes garde de la ville jusqu'à en obtenir 3. En l'occurrence, il y en a 0, ils ont tous été détruits pendant le round. On va rajouter 3 gardes de la ville. Pour prendre le contrôle de ce quartier, il faut vaincre tous les gardes qui sont là. Tout comme Villemarais, ici, possède une carte monstre qui est arrivée à cause d'un effet de jeu. Pour prendre le contrôle de Villemarais, il faut vaincre ce monstre. Une fois cela effectué, le premier joueur pioche la première carte événement du paquet et en résout l'effet. Par exemple, déployer une horde de monstres dans chacun des quartiers suivants, 4 et 6. Les quartiers 4 et 6 vont recevoir une nouvelle carte monstre. Un monstre apparaît dans un quartier appartenant à un joueur. Il y a donc confrontation immédiate. C'est le joueur à la gauche du joueur possédant le quartier qui joue le monstre. En l'occurrence, ce joueur n'a qu'un soldat rebelle, le monstre en vient facilement à bout et prend possession du quartier. Les cartes garde de la cité et monstres possèdent des profils similaires aux insurgés. Nous retrouvons la valeur d'attaque et la valeur de défense. Ils ont aussi une valeur d'infamie, c'est le nombre de points de victoire que vous gagnerez en battant ce monstre. Certains monstres ont aussi des effets, notamment lorsqu'ils sont terrassés. Si ce monstre est terrassé, tous les autres joueurs piochent une carte. C'est assez injuste, mais c'est comme ça. Lorsqu'à la fin d'un round, il est impossible de piocher une carte événement, car elles sont déjà toutes passées, c'est la fin de la partie. On va donc compter les points de victoire. Les joueurs vont gagner autant de points de victoire que la somme de leurs pions infamie gagnés au cours de la partie, plus la valeur d'infamie de toutes les cartes pierres runiques qu'ils n'ont pas utilisées au cours de la partie, plus un point de victoire pour les quartiers de la couronne extérieure qu'ils possèdent à la fin de la partie, et 2 points de victoire s'ils possèdent le centre-ville. Le joueur ayant le plus de points de victoire remporte la partie. Voilà pour cette ouverture de boîte de Gateway, la révolte. Alors, le jeu a l'air vraiment très très sympa. J'attends de voir sur plus de parties comment ça va se dérouler, puisqu'effectivement, vu le nombre de cartes dans la boîte par rapport au nombre qu'on utilise au cours de la partie,
il y a un renouvellement qui doit se faire, qui doit être très intéressant. Tout comme les quartiers qui ne sont pas les mêmes d'une partie à l'autre. Donc à mon avis, déjà en termes de durée de vie, c'est un jeu qu'on va pouvoir explorer un sacré paquet de fois. Donc ça, c'est un très bon point. Autre bon point, l'univers qui a été créé. L'univers est super intéressant. On se croirait dans un jeu vidéo en fait. Hein. Il y a quelque chose de très... comment dire, c'est très particulier, c'est baroque et absurde parfois, et en même temps on sent qu'il y a, on sent que c'est un univers qui est riche et très développé. On a très peu d'informations dessus, mais rien que les cartes, en fait, les illustrations racontent vraiment une histoire. Ne serait-ce que le cogneur, par exemple, hein, on voit cette espèce d'énorme golem mécanique avec ce visage rouge, et tout en bas, en petit à côté, qu'on ne remarque pas au départ, on a son propriétaire ou son mécanicien, je ne sais pas exactement, comme ça aussi avec ce visage rouge. C'est très intéressant, ça donne envie d'en savoir plus sur l'univers, donc j'espère que Cool Mini or Not va continuer de développer l'univers de Gateway, parce que pour moi c'est une très belle surprise. J'aime beaucoup le style graphique, il est vraiment très très sympa, donc j'espère en voir plus. Voilà. L'univers est vraiment sympa aussi, hein. On vous demande quand même d'incarner des insurgés, des rebelles, qui veulent reprendre le contrôle de leur ville des mains d'un despote en fait, pendant l'attaque de monstres, quoi. Donc c'est assez particulier aussi quand même. Mais voilà, le jeu est vraiment, vraiment super chouette. Ça rappelle Dominion, mais en ayant un thème fort et en plus une gestion de territoire. Donc oui, moi c'est vrai que Dominion, je trouve que la mécanique est vraiment géniale, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie, quoi. Il ne se passe pas grand chose entre les joueurs, il n'y a pas d'interaction, ou très peu en tout cas, et le thème il est inexistant, quoi. Enfin, on pourrait dire je récolte des pièces d'or ou des carottes, ce serait pareil, quoi. Là quand même le fait qu'on monte une armée, que les cartes restent en jeu, qu'on ne puisse pas jouer toutes les cartes de sa main, ça c'est assez nouveau pour moi en termes de deck building, c'est-à-dire qu'on va piocher des cartes, et vu qu'on n'a que 2 actions, on va être handicapé en fait, il y a des cartes qu'on ne va pas pouvoir jouer, donc voilà, c'est assez surprenant. Donc bien penser à faire son deck avec des cartes qui nous permettent de faire plus d'actions, avec des marchands qui nous permettent de ne pas dépenser d'actions pour les jouer, mais en même temps avec suffisamment d'insurgés pour quand même avoir une influence sur le plateau, quoi. Et le fait que les insurgés justement restent en jeu d'un tour sur l'autre, ça c'est très bien, c'est-à-dire que vous pouvez préparer votre coup, quoi. Donc ça c'est vraiment intéressant, tout comme les cartes pierre runique qui sont face cachée et que vous pouvez utiliser à tout moment. Donc voilà, donc très bonne surprise que ce jeu. C'était vraiment, quand je parle de surprise, c'est vraiment une surprise parce que c'était extrêmement difficile de trouver la moindre information sur ce jeu. Donc je l'ai acheté un peu les yeux fermés en me disant bon, ça a l'air sympa, on verra. Je suis content d'avoir fait cette petite vidéo pour expliquer. J'espère que ça va permettre à plus de monde de découvrir ce jeu parce que vraiment, je pense que ça en vaut la peine. Donc voilà. En termes de matériel, j'aurais préféré que les tuiles de quartier soient plus épaisses, parce que là on est sur du carton, c'est du papier cartonné, quoi, voilà, truc un peu Bristol. Des tuiles en vrai carton, ça aurait été plus sympa quand même. C'est des objets qui vont être manipulés, qui vont être retournés quand ils vont être détruits, donc ça aurait été sympa de faire un effort là-dessus. Les jetons premier jeu, enfin pas les jetons premier joueur, pardon, les jetons de joueurs qui représentent les joueurs, leurs couleurs, sont hyper étranges. On est dans un monde fantastique où on va jouer des rebelles contre le pouvoir en place pendant une attaque de monstres, et en fait les pions de joueurs sont des monstres. C'est un peu bizarre ça quand même, donc voilà. Moi j'aurais préféré des pions qui représentent justement les grandes figures, peut-être des chefs insurgés. Ça aurait été sympa, c'est eux qui donnent une direction de jeu au deck. Ça aurait été sympa qu'en plus ils soient représentés par des jetons, quoi, par les profils en carton comme ça. Voilà, sinon rien à redire sur les cartes, c'est vraiment hyper beau. Moi je fais des illustrations très très belles. La mise en place est un peu compliquée, mais comme un Dominion en fait, c'est qu'on va sélectionner plusieurs paquets de cartes, et du coup on se retrouve quand même avec un plateau de 7 tuiles au milieu de la table, plus 19 paquets de cartes à poser autour, en plus des decks des joueurs eux-mêmes, quoi. Donc c'est quand même, je trouve que niveau mise en place, ça prend de la place. C'est un peu compliqué à mettre en place. Je n'ai pas regardé exactement combien il y a de decks possibles dans le jeu, mais il y a un truc comme 148 cartes, je crois, dans la boîte. Et on n'utilise que 8 paquets de 6 à chaque fois, donc ça fait un paquet
de cartes qu'on peut découvrir au fur et à mesure des parties. Voilà. Moi je suis bien emballé en tout cas, il me plaît beaucoup. C'était vraiment plaisant à découvrir et j'espère vraiment qu'il y aura d'autres jeux dans cet univers qu'on va en entendre parler, quoi, parce que les illustrations et les choses qui sont développées, j'ai envie d'en voir plus. Voilà. Merci de m'avoir suivi, merci de regarder la chaîne et je vous dis à très bientôt.